Le thème qui est de Monsieur Yannick Panière, c'est monocoque ou trimaran, le CSE dans tous ses états. Alors bonjour, je sais qu'on a beaucoup de membres du CSE ici. Alors ceux qui sont membres du CSE, on va faire un petit jeu. Levez la main ceux qui sont inquiets. Il y en a qui sont inquiets avec le CSE ou pas du tout? Vous êtes plutôt confiants. Il y en a un qui est inquiet, 2, 3, 4. Alors vous n'êtes pas membre du CSE, monsieur Verdier, attention. Hein. Ah non, il y a un tricheur là. Alors c'est drôle parce que selon les dernières statistiques, 75% des élus des CSE sont inquiets avec le CSE. Et sont inquiets avec le CSE au regard de quoi? Au regard des moyens qu'on leur donne, au regard des missions qu'ils ont, c'est-à-dire votre cœur de métier. Et on leur dit ne soyez pas inquiets, pourquoi? Parce que la loi vous protège, et si la loi ne vous protège pas assez, vous pouvez négocier. Alors je vais avoir un discours un petit peu différent, qu'on aime ou qu'on n'aime pas les textes sont là. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut en faire de ces textes-là? Et puis il faut avoir une certaine réalité des choses. C'est quoi? C'est que depuis 2004, je fais une petite digression dans le temps, je reviens un peu dans le temps, depuis 2004, on a favorisé ce qu'on appelle la négociation dérogatoire. On peut déroger à la loi, alors déjà c'est en 1982 que ça a commencé, mais on peut déroger à la loi, et on peut déroger à la loi et aux accords de branche, pour faire simple, avec des interlocuteurs qui ne sont pas forcément des délégués syndicaux. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Le droit à la négociation collective, on a longtemps cru que c'était qu'un droit réservé aux salariés. Pourquoi? On donne plus. Principe de faveur. Mais c'est fini. Désolé de vous dire ça, on m'a demandé si le droit, on nous a posé la question de si le droit pouvait changer les cultures. En fait, si, il y a eu la culture qui est venue, la culture un peu patronale, qui a dit mais le droit à la négociation collective, c'est comme dans plein d'autres pays, c'est aussi un droit des employeurs. Nous aussi, on veut pouvoir négocier. Et donc, en fait, la logique, c'est quoi? Pour vous, demain, pour le CSE, c'est une logique donnant-donnant. Un employeur va peut-être venir vous voir en disant pour le fonctionnement du CSE, moi j'aimerais bien qu'on change certaines choses. Je vais vous donner un exemple. Vous devez connaître ça, les consultations récurrentes sur les orientations stratégiques, ça vous dit quelque chose ou pas? Chaque année, on doit vous dire les orientations stratégiques sur 3 ans. Combien il y a d'employeurs de taille modeste qui me disent mais 3 ans, je ne sais même pas si je vais vivre dans 3 ans. On me demande des orientations stratégiques sur 3 ans. Ben, là, il va dire écoutez, est-ce que je ne peux pas faire des orientations stratégiques simplement sur l'année? Parce que je ne sais pas ce qui va se passer dans 3 ans. Alors, il faut déroger, il faut faire un accord là-dessus pour adapter ces règles-là. Parce qu'un employeur se dit, je ne peux pas tout donner. Et si je ne donne pas tout, je peux être condamné. Donc, on va négocier. Ben, vous, du côté salarial, vous allez dire, ah oui, d'accord. Moi, je veux bien qu'on négocie sur certains points parce que ça n'a pas de sens dans cette entreprise-là. Mais en revanche, je veux négocier sur d'autres points. Sur mes heures de délégation. J'aimerais bien négocier sur le temps passé en réunion. On reviendra, c'est important le temps de passer en réunion qui est qualifié comme du temps de travail effectif. Ce sont mes moyens, ça. C'est ce qui me permet à la fin d'avoir un salaire qui est quand même stable. On va pouvoir négocier sur la place des suppléants. Ça peut être intéressant, la place des suppléants dans certaines informations et consultations. Ce que je veux vous dire, c'est que les règles de droit, elles sont là. Quelqu'un disait, un marteau, ça peut servir à faire mal comme ça peut servir à construire quelque chose. Ben, c'est pareil, la règle, elle est là. C'est un marteau qui peut vous faire mal ou c'est un marteau qui peut servir. Et pour savoir se servir d'un marteau, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut suivre des formations. Alors, il faut s'informer soi-même, mais il faut suivre des formations. Et c'est intéressant parce que je sais que ça surprend certaines personnes, notamment surtout des collègues de Nanterre, lorsqu'ils l'apprennent, sont assez surpris. Je suis un fils de délégué syndical. Je suis un fils, comme mon père me dit, de bolchevique assoiffé de sang. Mais c'est vrai. Moi, je n'ai pas bu du sang d'employeur, même s'il m'a demandé de l'en boire, mais mon père en a bu. À 14 ans, il a fait mai 68. Et il m'a dit, la première fois que j'ai été représentant du personnel, j'ai dû ouvrir le code du travail. Quand j'ai ouvert le code du travail, je me suis rendu compte que je devais ouvrir un dictionnaire. Parce que je ne savais pas de quoi on parlait. Et il m'a dit, j'ai pris conscience de mes responsabilités quand une personne est venue me voir et m'a dit, mes congés payés, je fais comment? Où là, je me suis dit, ah ouais, j'ai accepté un mandat qui me donne des avantages. Alors, pas toujours, ça peut être compliqué, mais j'ai une responsabilité. Et je pense qu'on doit faire, chacun doit faire appel à sa propre responsabilité. Je suis élu, j'ai envie de faire bien les choses, mais je vais essayer de m'armer. Et c'est un peu l'objectif, je pense, de ce colloque. C'est comment est-ce qu'on peut s'armer? Comment est-ce qu'on peut s'armer? On peut s'armer en connaissant les règles de négociation. Comment est-ce que je vais faire pour négocier sur le comité social et économique? Parce que désormais, on négocie dessus. Alors, on m'a demandé... alors, revenez sur le titre, s'il vous plaît, juste. On m'a demandé d'introduire cette thématique-là sur monocoque ou trimaran, le CSE dans tous ses états. Je pense que tout le monde ne vient pas d'un milieu marin. Je ne viens pas d'un milieu marin. J'ai dû regarder sur Internet, monocoque, trimaran, j'ai essayé de comprendre pourquoi monocoque, pourquoi trimaran. Je vous avoue que j'ai eu quelques difficultés. Tout ce que j'ai compris, c'est que le CSE, c'est un voilier. Il doit prendre le large, il doit naviguer. Alors, quel voilier on a? Alors, trimaran, hein, c'est bien ça, il y a une coque centrale avec deux coques sur le côté, c'est ça. Le monocoque, il est plus robuste, plus large, il s'enfonce dans l'eau, mais il est moins rapide. Puis il y a le catamaran avec 2 coques. Je ne suis pas sûr que la comparaison soit toujours si facile à faire.
tout simplement, le CSE classique, c'est quoi? Le CSE classique, qui concerne la majorité des entreprises. C'est une instance principale avec une petite coque, on pourrait dire. Pour les entreprises d'au moins 300 salariés, c'est la commission santé et sécurité des conditions de travail. Mais il faut savoir que le schéma peut être un peu plus complexe. La réalité peut être un peu plus complexe. Et là, je ne sais pas si ça a été votre quotidien, mais on peut avoir l'instance centrale, solide, si vous voulez, avec des comités socio-économiques d'établissement, si vous voulez. Une grande coque avec plein de petites coques. Et là, il faut voir comment est-ce qu'on articule les consultations. Ben, ça fait aussi l'objet des négociations. Il peut y avoir encore, non pas des petites coques, mais des bouées. Les bouées, c'est les représentants de proximité. Voilà, ils vont un peu plus loin, ces représentants de proximité. Où là, on ne peut que les mettre en place par accord collectif. Par accord. Là, ça peut être intéressant pour vous, quand vous allez négocier peut-être dans cette année ou dans d'autres années sur la question. Est-ce que je dois mettre en place pour un site qui est un peu éloigné un représentant de proximité? Et si je le fais, il faut que j'ai l'accord de mon employeur. Et qu'est-ce que je vais devoir négocier? Qu'est-ce que je vais devoir transiger? Parce que ce sont des accords donnant-donnant. Mais au moins, je ne vais pas délaisser un site. Donc ça, c'est intéressant. Puis enfin, au lieu d'avoir ce catamaran, si vous voulez, vous pouvez avoir le monocoque, ce qu'on vous a appelé le conseil d'entreprise. Conseil d'entreprise, le gros bateau. Alors ce gros bateau-là, il faut savoir, ça fait l'objet de stratégie syndicale. On ne va pas se mentir. Vous êtes dans une entreprise, vous êtes affilié à un syndicat qui est assez puissant, mais lui, il va vouloir négocier parce qu'il est majoritaire un accord sur le conseil d'entreprise, on n'en a pas beaucoup, mais on a quelques exemples, pour écarter tous les autres syndicats. Moi, CFTC, moi, CFDT, je suis ultra puissante, je négocie un accord majoritaire, je fais mon conseil d'entreprise, je négocie qu'avec les élus qui viennent de mon syndicat. Et ça, on sait que ce monocoque-là, c'est la loi du plus fort. Donc, on peut adapter les structures, on peut adapter les périmètres, et donc on peut être soit un multicoque, soit un monocoque. Voilà. Est-ce que la comparaison doit continuer? Je ne suis pas sûr. Désolé, je ne suis pas sûr. Mais alors, allons plus directement au cœur du sujet, si vous voulez bien. Allons plus directement au cœur du sujet, c'est deux questions. Sur quoi négocier? Je suis membre du CSE, je veux être membre du CSE, je suis un syndicat, je demande à une personne de négocier. Sur quoi négocier? Et puis, comment négocier concrètement? Quel est l'outil juridique que je vais utiliser? Et là, le législateur a repris en principe ce qu'on appelle la valse à trois temps. Je reprends l'expression d'un ami qui s'appelle le professeur Fabre, j'ai trouvé ça assez intéressant, une valse à trois temps. Une valse à trois temps, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des règles, si vous ouvrez votre code, il y a des règles qui se dénomment d'ordre public. D'ordre public. On ne peut pas y déroger. On ne peut pas y déroger. Alors on le verra, quand on fait une consultation en cas de licenciement économique collectif, ça on ne peut pas y déroger. Il y a un licenciement économique, pour motif économique collectif, on doit informer et consulter. C'est assez facile. On va faire simple là-dessus, c'est de l'ordre public. Après, il y a ce qu'on appelle les dispositions qui sont négociables. C'est-à-dire par accord collectif, on va pouvoir moduler certaines choses. Par exemple, les délais de consultation. Et puis, il y a des dispositions qu'on nomme supplétives. C'est-à-dire qu'à défaut d'accord, on va appliquer les dispositions supplétives. Alors cette valse à trois temps, elle est assez intéressante. Pourquoi? Parce que les dispositions supplétives, soit elles ne vous plaisent pas, vous, en tant que membre du CSE, parce qu'elles ne sont pas en votre faveur. On le verra, pour le temps passé en réunion, il y a une durée globale à ne pas dépasser. Il y a une durée globale à ne pas dépasser, à défaut de quoi vous n'êtes pas payé. Et dans les entreprises, je pense que ça concerne pas mal d'entreprises ici, de moins de 300 salariés, je vais faire simple, entre 50 et 300 salariés, si vous passez 2h30 de réunion, les réunions d'information et consultation, si vous dépassez les 2h30, vous n'êtes plus payé. Il y a des débats sur la question. Mais c'est ce qui est écrit dans la disposition réglementaire. Là, je vais peut-être négocier parce que ce n'est pas favorable pour moi. J'ai déjà vu des réunions simplement pour des congés payés, mais prendre une journée entière. Parce que dans tel service, ils préfèrent telle période à telle période, etc. etc. Donc ça, c'est du concret. Et puis de l'autre côté, il y a des règles qui ne vont pas plaire à l'employeur. Il y a des règles qui ne vont pas plaire à l'employeur, notamment quand on lui dit, pour chaque consultation récurrente, je peux prendre un expert différent. Il va dire, je préfère un seul expert pour toutes les consultations récurrentes, ça coûte cher quand même dans mon entreprise. Là, lui, il va vouloir négocier, vous allez vouloir négocier, et c'est ça qui est intéressant. C'est dans cette valse à trois temps, disposition impérative, disposition négociable, disposition supplétive, on va pouvoir faire du donnant-donnant. Mais pour pouvoir le faire, il faut être formé. Sinon, c'est du donnant-perdant,
comme a pu dire un de mes collègues, Frédéric Géat. Et c'est ce qu'on peut constater parfois. Donc c'est une petite difficulté. Formé ou assisté? Ou assisté, bien sûr. Il faut être formé ou assisté. Pardon, j'ai oublié. Il y a des avocats. Formés ou assistés, bien sûr. Il y a des consultants également. Excusez-moi. Il y a des anciens représentants qui sont devenus consultants, on m'a dit aussi. Donc eux aussi ont besoin d'un peu travailler. Donc il faut être formé ou assisté. Alors sachez que la matière n'est pas si simple que ça. Tout n'est pas divisé en dispositions impératives, dispositions négociables, dispositions supplétives. Il y a une mécanique un peu plus complexe selon les thèmes. Alors désolé, là on rentre dans de la technique, d'où la nécessité d'être assisté, bien sûr, sur ces aspects-là. Dans cette valse à 3 temps, il y a 2 danseurs, si vous voulez. Il y a un danseur principal, la star. La star, c'est qui? C'est le délégué syndical, ou ce sont les délégués syndicaux. Donc comment je vais négocier? Je vais négocier avec les délégués syndicaux dans mon entreprise pour avoir un accord, ce qu'on appelle un accord syndical majoritaire. Plus de 50% des suffrages, etc. Et c'est la voie royale. C'est la voie royale. Même dans certains cas, on refuse le recours au référendum. C'est pas possible. C'est la voie royale. À défaut de délégué syndical, donc vraiment des structures où là, la présence syndicale est très faible. Et ça peut concerner des petites structures, des moyennes structures, comme des très grosses structures. Là, dernièrement, il y a une US qui s'appelle Asmodée, on s'en moque, mais ils font tout ce qui est jeux de cartes, jeux de société. 2000 salariés. 2000 salariés, 5 électeurs se sont déplacés au premier tour pour une liste syndicale. Ils n'aiment pas les syndicats. La CFDT qui avait présenté une liste a dit « bon, je ne vais pas désigner de DS ». Même s'ils auraient pu, au regard de la majorité, au regard des suffrages électoraux, parce qu'on peu importe le nombre de votants, ils ont dit 5 sur 2000 électeurs, non, je ne vais pas. Voilà. Et donc c'est le CSE qui va tout négocier au final. Donc c'est tout à fait possible. Et là, la voie subsidiaire, mais c'est le CSE. Donc on a 2 danseurs. On a la star et puis on a celle qui est un peu moins la star normalement. Ce n'est pas la voie royale, c'est le CSE. Mais on va essayer de comprendre justement comment vont faire ces négociateurs pour réaliser la négociation donnant-donnant ensemble. Et cette négociation est d'autant plus nécessaire, pourquoi? Parce que tous les anciens accords que vous aviez pu signer dans le cadre des comités d'entreprise n'existent plus. Ça n'existe plus, ils sont caducs, c'est fini, il faut tout refaire, il faut tout reprendre à zéro. Donc commençons assez simplement sur une première partie qui est l'étendue de la négociation sur le CSE. Qu'est-ce que je peux négocier sur le CSE? On va faire assez simple, on peut négocier sur le fonctionnement du CSE, voilà. Et on peut négocier sur les attributions du CSE. Pour ces 2 thèmes-là, sachez que l'ordre public social, alors le principe de faveur, pour faire simple, donner plus, n'a pas disparu. On a toujours 2 dispositions légales qui nous disent rien n'interdit par accord collectif ou usage, ou même engagement unilatéral, nous a dit la Cour de cassation, rien n'interdit de donner plus que ce que prévoit la loi. Mais pour certains thèmes, on peut faire différemment. Pas forcément moins, pas forcément plus, on peut faire différemment. Alors voyons ce qu'on peut négocier de manière différente en matière de fonctionnement et en matière d'attribution. En matière de fonctionnement, tous les thèmes sont ouverts à la négociation collective dite plus favorable. Et je pense notamment à un thème intéressant, on parle du rôle du suppléant. On a souvent parlé du rôle du suppléant. Le rôle du suppléant, c'est vrai que c'est un vrai problème. Vous saviez pourquoi avant les suppléants venaient en réunion? Je pense que vous le saviez. C'était une forme de formation professionnelle continue pour eux, de formation, de représentation du personnel continue. Et puis surtout, ça permettait, lorsque quelqu'un était malade, en cours d'information-consultation, qu'ils prennent le relais tout de suite. J'avais les informations, j'étais présent au cours des débats, on a un licenciement collectif pour motif économique, Germaine est malade, Bernard arrive. Bernard est là, en fait, il a toujours été là. Il dit c'est bon, je peux reprendre. On a vu dans certaines entreprises un vrai problème. Ils ont voulu appliquer à la lettre la loi. Les suppléants, on ne les appelle plus. Il y a un licenciement collectif pour motif économique. Gertrude, c'est Gertrude, c'est ça? Oui. Gertrude n'est pas là, il faut appeler Bernard de toute urgence. Bernard arrive, il dit mais je comprends rien moi. Je sais pas, aidez-moi. Et en fait, il perdait du temps. Et donc il y a certaines entreprises qui de manière unilatérale, c'est pas écrit, c'est écrit dans aucun texte, de manière unilatérale, ils ont dit bon, pour les licenciements collectifs pour motif économique, on va même faire venir les suppléants. Une sorte d'usage. On va même faire venir les suppléants parce que c'est plus facile. Mais je pense que ça, on peut l'anticiper dans le cadre d'un accord collectif ou d'un accord conclu avec le CSE. On peut anticiper, on peut dire les suppléants, d'accord, ils ne sont pas toujours présents. Mais vous, employeurs, comprenez l'intérêt que cela a d'avoir parfois les suppléants dès le début de l'information-consultation parce que l'enjeu est important. On a un licenciement collectif pour motif économique, ça ne doit pas entraver le dialogue social. Et ça peut être intéressant de l'anticiper.
Donc des suppléants à la carte qui viendraient pour certaines Oui, tout à fait. consultations. Alors là, la liberté est totale, hein. On est dans de l'ordre public social, on pourrait très bien le faire. Et je pense que ça serait intelligent. Je pense que ça serait intelligent même de dire, voilà, pour les consultations récurrentes, ok, les consultations ponctuelles, pas toutes, mais les consultations récurrentes, je veux que les suppléants soient là. Ça fait c'est une forme de formation professionnelle, sachant qu'ils ont le droit à la formation. Donc ça peut être intéressant. Ensuite, l'ordre public social peut encore jouer sur, on le verra, hein, le nombre des heures de délégation. C'est un thème assez classique. Je vais surtout analyser la question des réunions et la question des commissions, parce qu'on me l'a demandé spécialement pour les commissions, puis les réunions, c'est quelque chose d'assez classique. Je ne perds pas de vue, bien sûr, le fait que la durée des mandats, on vous en a parlé, hein, mais ça date depuis très longtemps, hein. La durée des mandats, c'est en principe 4 ans, voilà, règle supplétive, mais c'est négociable entre 2 et 4 ans, sachant que l'ordre public, c'est pas moins de 2, mais entre 2 et 4 ans, on peut prévoir 3 ans. Est-ce que c'est beaucoup utilisé? J'en ai pas vu beaucoup. Il faut le dire, j'en ai pas vu énormément, la règle des 4 ans étant maintenant rentrée dans les mœurs. Alors voyons un peu les réunions et puis après les commissions. Sur les réunions, il y a 2 types de réunions, hein, vous devez le savoir, vous êtes des praticiens. Vous avez les réunions périodiques et les réunions ponctuelles. Je ne parle pas de l'information consultation, hein, je parle des réunions, on se retrouve. La loi impose qu'on se retrouve, qu'on discute, même si on n'a pas grand-chose à se dire, au moins on se retrouve. Les réunions périodiques. Alors les réunions périodiques, on nous dit qu'en principe, le CSE est réuni par l'employeur dans les entreprises de moins de 300 salariés au moins une fois tous les 2 mois. Au moins une fois tous les 2 mois, donc 6 fois par an. On nous dit encore, dans les entreprises de plus de 300 salariés, d'au moins 300 salariés, ils sont réunis une fois par mois. Donc il y en a 12 et c'est une fois par mois. Ou il y en a 6 et c'est tous les 2 mois. Et là, le texte d'ajouter tout de suite, il y a une règle d'ordre public. Il faut 6 réunions par an. Alors certains m'ont dit, mais dans les entreprises de moins de 300 salariés, il y en a déjà 6. Oui, mais on peut par accord déroger à la périodicité. Tous les 2 mois, c'est peut-être pas forcément nécessaire. Il y a des mois où il y a plus d'activité, donc ça peut être plus intéressant. Peut-être que l'été, on a moins d'activité, c'est moins intéressant. Faire une réunion alors que personne n'est là, ça sert peut-être à rien. Il vaut mieux faire ça quand il y a beaucoup de monde et beaucoup d'activités. Donc on peut déroger par accord sur la périodicité. Ensuite, pour les entreprises d'au moins 300 salariés, là on peut déroger et sur le nombre et sur la périodicité. Dans ces réunions, il y en a 4 qui doivent être obligatoirement consacrées, je dis ça pour toi, à la santé, à la sécurité au travail. Tu adores, hein, c'est ton dada, la santé et la sécurité au travail. Il y en a 4 qui doivent être consacrés à la santé et à la sécurité au travail. Tout ou partie à la santé et à la sécurité au travail. Alors, pourquoi? C'est un petit réflexe à avoir. La santé et la sécurité au travail, historiquement, hein, c'est l'un des fondements du droit social. Donc, ce qui fait dire comme message, vous devez vous y intéresser quoi qu'il arrive. Vous devez vous y intéresser en tant que représentant du personnel. Alors, voici, hein, pour faire simple, les réunions périodiques, les réunions ponctuelles. Les réunions ponctuelles, il y a déjà la réunion ponctuelle à la demande de la majorité des membres titulaires. La majorité des membres a le droit de demander une réunion. Il faut qu'on se réunisse. Eh bien, celle-ci est supplétive de volonté. Ça veut dire quoi? Par accord, l'employeur peut dire « j'en veux pas ». Est-ce que c'est opportun de l'écarter? Je ne suis pas sûr, hein. Je trouvais que cette possibilité, hein, de demander une réunion ponctuelle était assez intéressante. Maintenant, au lieu de l'écarter, imaginons l'employeur vient vous dire moi j'aimerais écarter ça, hein, une réunion ponctuelle, déjà on se voit tous les mois, etc. Vous pouvez dire attendez, non, on va diminuer le nombre de réunions ponctuelles, de réunions périodiques, et puis on va conserver la réunion ponctuelle. C'est ça le donnant-donnant. Ou sinon, la réunion ponctuelle, on va l'encadrer différemment pour certains thèmes. Voilà. Mais sachez que c'est une disposition supplétive, donc on peut faire ce qu'on veut. Autre réunion ponctuelle, c'est en cas de danger. En cas de danger pour la santé, la sécurité des travailleurs, mais aussi en cas de danger, on nous a dit écologique, ou à la suite d'un accident, etc. Et là, c'est une règle d'ordre public. On ne peut pas y déroger. Voilà pour les réunions, pour faire bref. Après les réunions, il y a les commissions. Alors les commissions, si vous voulez, hein, c'est des sous-coques. Voilà, c'est des sous-coques. La commission la plus intéressante pour nous, qui est d'ordre public, son principe est d'ordre public, c'est la commission santé et sécurité des conditions de travail, bien sûr. Mais sachez qu'il y a d'autres commissions qui embêtent parfois les entreprises dès qu'on a atteint un seuil soit de 200 salariés, soit de 300 salariés, voire avec la loi PAC 250 salariés, hein, dans certains cas. Alors, il y a plein de commissions, hein, il y a la commission économique, commission de formation, commission de logement, commission d'égalité professionnelle. Ces 4 petites commissions-là, elles sont supplétives de volonté. L'employeur peut vous proposer, hein, de ne plus les avoir. Là, de nouveau, c'est de la négociation donnant-donnant.
D'accord, pour la commission logement, je veux bien qu'on l'enlève. C'est vrai qu'elle ne sert pas toujours. Elle sert pas toujours. Je n'ai pas dit qu'elle ne sert pas, mais elle ne sert pas toujours. D'accord, je veux bien l'enlever, mais donner plus de prérogatives à telle autre commission. Là, il y a de la stratégie de négociation à avoir. Ce qu'on enlève d'un côté, on le récupère de l'autre. Sur la commission égalité professionnelle, je vous avoue, est-ce que c'est opportun de la mettre de côté ? Je ne suis pas sûr, parce que l'égalité professionnelle est un thème majeur. Et pour changer peut-être les mentalités, là le droit est en train de changer, les mentalités, la culture, c'est possible parfois. Eh bien, vous voyez, je trouve ça intéressant de conserver la commission égalité professionnelle, où là on se forme sur la question. On est des spécialistes de la question. Enfin, il y a une dernière commission que je mets un peu à part, c'est la commission des marchés. Ça, c'est pour les gros CSE. Ceux qui ont au moins 50 salariés et 3 millions, c'est ça je crois, 3 millions de ressources annuelles. Je ne suis pas sûr que ça soit votre CSE. Voilà. Où là, on se dit, quand ils gèrent l'argent pour la collectivité, ils gèrent l'argent dans le cadre d'une certaine éthique, ce qu'on appelle une transparence financière, c'est normal qu'il y ait une commission des marchés. On n'a pas envie qu'une personne signe un contrat avec une entreprise dans laquelle il a des intérêts et ça soit, bien sûr, au préjudice de la collectivité. Je m'attarde un petit peu sur la commission santé, sécurité et conditions de travail. Elle est obligatoire, on vous l'a dit, dans les entreprises d'au moins 300 salariés. Elle est facultative par accord dans les entreprises de moins de 300 salariés. Elle est obligatoire également lorsque l'inspecteur du travail le demande ou obligatoire lorsque c'est un site nucléaire. Très bien. Dire que c'est obligatoire ne résout pas tous les problèmes parce que la loi nous dit qu'il faut un accord. Pour mettre en place une commission, il faut un accord. Un accord, on le verra, de nature syndicale et majoritaire. Très bien. Et à défaut d'accord, c'est par le règlement intérieur, pour faire simple, par le règlement intérieur du CSE. Et oui, mais à défaut d'accord dans le cadre du règlement intérieur du CSE, je vulgarise, eh bien là, sachez que c'est un vrai problème pour les entreprises, peut-être pas pour vous. Vous avez un pouvoir de nuisance. Désolé, j'ai envie de dire pouvoir de nuisance, là. Vous avez un pouvoir de nuisance. Si par exemple, vous, pour la commission, vous venez et vous dites « je veux qu'il y ait des CSSCT de proximité ». Des commissions santé et sécurité de proximité. C'est possible, la loi le permet. Voilà. On a un grand CSE, mais je veux avoir des petites commissions, parce que là, dans ce site-là, il y a des règles de sécurité particulières, dans ce site-là, il y a d'autres règles de sécurité particulières. Et moi, je veux 2 CSSCT au sein de mon CSE. Et l'employeur vous dit « non, j'ai pas envie ». Vous dites « je négocie pas l'accord ». Mais je fais ce que je veux. Fais ce que tu veux, je négocie pas l'accord sur les modalités de fonctionnement du CSSCT. C'est vrai que l'employeur peut dire « moi, j'en veux pas. Moi, je veux un seul CSSCT ». Ah oui, mais moi, je te dis que je négocie pas au final. Alors, comment on résout ça ? Il y en a, ils ont une certaine intelligence du dialogue social. Ils se disent, bon, je vais pas aller en justice, je sais pas combien ça va me coûter, etc. Les cabinets d'avocats me coûtent trop cher, pas vous, Maître Verdier, voilà, mais je pensais plus à votre collègue, voilà. Voilà, ça me coûte trop cher, donc c'est bon, on va faire des commissions santé et sécurité de proximité, et puis les modalités, on négocie ça ensemble. Mais il n'y a pas de disposition supplétive, c'est là où la loi est assez étrange. C'est le seul cas où il n'y a pas de disposition supplétive, il faut un accord quoi qu'il arrive. Alors il y a déjà des syndicats, je vous le dis, des syndicats pro-employeurs, qui sont dans une logique contentieuse. On va se battre. J'étais avec Joël Granger, du cabinet Flichy, qui me disait, moi je vais me battre. Je vais utiliser tous les outils du code de procédure civile, nommer un mandataire ad hoc qui représentera les élus à leur place pour avoir un accord. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Tout ce que je sais, c'est qu'à court terme, vous avez une capacité de nuisance. Vous avez un pouvoir de nuisance pour dire « je veux adapter mes commissions santé-sécurité à la réalité de l'entreprise en matière de santé et sécurité ». Là, vous en avez un. Et là, c'est intéressant. Je veux qu'il soit formé spécialement. L'accord doit définir les modalités de formation. Je veux qu'il soit formé spécialement. Monsieur, vous disiez, ils sont plus formés, ils sont plus ceci. C'est pas vrai. On peut réintroduire ça par la négociation collective. C'est là où je vis pas dans un monde idyllique. La réalité, c'est qu'il va y avoir un combat. On est dans le cadre de la négociation. C'est du donnant-donnant. Il y a des intérêts d'un côté, il y a des intérêts de l'autre. Je dis pas que je suis dans un monde idyllique, tout va bien. Je dis juste que là, il y a une arme de nuisance. Il faut l'utiliser pour qu'il y ait de la formation. Parce que vous avez raison, il faut de la formation. Sans formation, ça sert à rien. Moi, j'ai déjà vu des représentants du CHSCT, alors qu'ils avaient des formations, on leur faisait une alerte harcèlement moral. Harcèlement moral, c'est trop compliqué. Tu as mal pris les choses. Non, il y a des règles de droit, il faut les respecter, et ça, c'est intéressant. Là, on peut négocier ça dans l'accord. Et ça, je trouve ça intéressant. Bon, je passe la commission santé-sécurité, je passe la négociation sur le fonctionnement du CSE. Voyons maintenant la négociation sur les attributions du CSE. Alors les attributions du CSE, ça renvoie à 2 thèmes. Les attributions, selon le Code du travail, ce sont les moyens qu'on donne au CSE et ce sont les missions
que l'on donne au CSE. Quels sont les moyens négociables? Quelles sont les missions négociables? Alors, quels sont les moyens négociables? Alors, en l'absence de précision légale, tous les moyens peuvent être négociés au titre du principe de faveur. Je rebondis encore sur la formation professionnelle, je peux négocier sur la formation, pardon, pas professionnelle, mais économique et sociale, je peux essayer de négocier là-dessus. Il y a des dispositifs légaux qui sont d'ordre public, et je peux essayer d'avoir un peu plus. Là où le législateur organise un petit peu la négociation dérogatoire, c'est sur le temps. Le temps, c'est de l'argent, c'est le cas de le dire. Heures de délégation, temps de réunion. Le temps, l'information, avec la base de données économique et sociale, le délai de consultation et l'expertise. Je vais essayer de faire bref, mais d'aller vraiment à l'essentiel qui va concerner votre quotidien. Sur les heures de délégation, que nous dit le texte sur les heures de délégation? La négociation sur les heures de délégation se fait lors du protocole d'accord préélectoral. Alors ça, c'est assez étrange, on n'avait pas l'habitude. Et ça se fait avec la détermination du nombre de membres. Alors, le nombre de personnes qui composent l'instance, c'est logique que ce soit au moment du protocole d'accord préélectoral, c'est le nombre d'élus. Mais là, on va lier les deux. Là, le Code du travail, maintenant, lie les deux. Et même la circulaire nous dit qu'il faut lier les deux. C'est-à-dire que si on diminue les membres, il y a une logique de proportionnalité. Si on diminue les membres, il faut augmenter les heures de délégation. Si on augmente les membres, il faut diminuer les heures de délégation. Alors, la première règle, si on diminue les membres, il faut augmenter les heures de délégation, je suis d'accord avec eux. L'autre règle, si on augmente le nombre de personnes au sein du CSE, il faut diminuer les heures de délégation, ce n'est pas vraiment ce que dit le texte, et je pense que le principe de faveur, l'ordre public social, a toujours vocation à s'appliquer. Mais ça reste un point de vue très personnel. Mais voilà un peu la logique, une logique de proportionnalité. Très bien. Le temps passé en réunion. Alors le temps passé en réunion, vous le savez très bien, en principe, le temps passé en réunion, c'est du temps de travail effectif. Sauf les réunions un peu internes que l'on a organisées avant la réunion avec l'employeur. Mais c'est du temps de travail effectif. Alors la réunion demandée par le CSE, ce n'est pas du temps de travail effectif, sauf si l'employeur l'accepte. La réunion organisée par l'employeur ou obligatoire de par la loi, c'est du temps de travail effectif, aucune difficulté. Mais là, il y a un texte qui nous avait chagriné un peu tous au début. Le texte nous dit que le temps passé aux réunions du comité et de ses commissions est assimilé à du temps de travail effectif dans la limite d'une durée globale fixée par accord d'entreprise ou par décret. Là, dès qu'on a vu ça, on s'est dit, mais vite le décret. Et là, on a un décret qui est venu nous dire, voilà, le principe c'est lequel, il y a une limite de 30 heures annuelles dans les entreprises, 30 heures annuelles, c'est la durée globale, 30 heures annuelles dans les entreprises de 300 à 1000 salariés, pardon, c'est 300 à 1000 salariés, et 60 heures pour les entreprises d'au moins 1000 salariés, sauf accord collectif contraire. Alors qu'est-ce qu'on fait dans les entreprises de moins de 300 salariés? Ça vous concerne. Dans les entreprises de moins de 300 salariés, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, il y a eu deux lectures incroyables. Une lecture qui a dit, c'est plus du temps de travail effectif. C'est rien. Non, ça ne marche pas. Non, certains ont dit au contraire. La lecture, c'est que c'est que du temps de travail effectif. Il n'y a pas de durée globale. C'est que du temps de travail effectif. Et il me semble que le Conseil constitutionnel a pu dire ça dans son considérant 50, et dans ses considérants 50 et suivants, le 21 mars 2018, qu'en principe, c'est du temps de travail effectif. Dans les entreprises entre 300 et 1000, ou même au-delà de 1000, on se rend compte que dans ces entreprises d'au moins 300, c'est 2h30 par mois. Il ne faut pas dépasser 2h30 par mois. Ce qui n'est pas beaucoup. Dans les entreprises d'au moins 1000, c'est 5 heures par mois, ce qui n'est pas énorme. Alors là, on vous conseille de négocier. Si vous êtes concerné par ces entreprises-là, il faut négocier. Alors sachez que l'administration a donné une interprétation un peu étrange. L'administration est venue dire tout le temps passé en commission, peu importe la durée, c'est du temps de travail effectif. Tout le temps passé en réunion obligatoire, parce que la loi l'impose, c'est du temps de travail effectif parce que le texte ne doit pas être lu comme il devrait être lu. On ne prend en compte que les réunions internes ou les réunions facultatives. Je vous avoue qu'il y a un vrai problème d'interprétation. Alors, si vous êtes du côté employeur, vous avez l'interprétation très littérale du décret. Si vous êtes du côté salarié, du côté salarial, vous avez une interprétation un peu plus souple qui est liée à ce que dit une circulaire administrative. Si jamais il y a un contentieux, je pense qu'il faut contester la constitutionnalité du décret pour au moins avoir l'interprétation du Conseil d'État. Parce qu'on a essayé de contester la constitutionnalité de la loi qui disait au-delà d'une durée globale, c'est plus du temps de travail effectif. Le Conseil constitutionnel a dit, écoutez, la loi peut le faire, et le fait de renvoyer un décret,
le législateur n'a pas agi par légèreté blâmable. Le législateur, tout simplement, n'a pas violé le principe de participation. Il peut renvoyer ça à un décret. En revanche, le décret, on peut toujours le contester. Donc ça peut être une piste contentieuse, parce que je sais qu'il y a des avocats ici, si jamais on a une lecture trop littérale. Oui, juste un mot. Ça peut être de l'intérêt quand même de l'employeur d'assimiler le temps à du temps de travail effectif parce qu'il ne pourra pas forcément épuiser l'ordre du jour. Si au bout de 2h30, les salariés sortent de la salle en disant c'est plus du temps de travail effectif, il est hors de question qu'on décompte ça de nos heures de délégation, c'est pas de l'intérêt non plus de l'employeur. Alors, juste sur cette question-là, sachez que là, de nouveau, on est dans une logique contentieuse. C'est que un employeur peut très bien dire « J'ai vu avec vous les congés payés, vous êtes parti avant la fin de la réunion, vous aviez un délai, au bout du délai, vous n'avez pas donné d'avis, il y a avis, négatif, mais il y a avis. Donc faites attention, hein, dans le dialogue social, on aimerait bien pouvoir parler de tout, mais normalement, quand c'est dans l'ordre du jour, qu'on a évoqué la question et que les gens sont partis, hein, il y a un arrêt du 23 janvier 2009 qui nous dit « tant pis pour eux ». C'est une fausse victoire en fait. Ils sont partis, tant pis pour eux. Donc c'est pas si simple que ça. Ça c'est le premier point. Non, mais certes. Mais le second point, je pense qu'aussi on peut avoir une certaine forme d'intelligence en termes de négociation. C'est qu'il y a certains thèmes, désolé de revenir là-dessus, parfois sur les congés payés, ça dure longtemps. Je sais que c'est un thème important. Je sais que les activités sociales et culturelles, parfois, c'est un thème important. J'ose pas dire qu'il y a des abus parce que ça va énerver mon collègue qui est juste là. Voilà, mais j'imagine que voilà, il y a parfois des abus. J'ai pu le constater parfois où ça durait très longtemps. Non mais écoute, et moi, et c'est l'abus, il y a parfois des élus. Non mais moi je veux pas cette période parce que moi je préfère. Oui mais tu as la plupart des salariés qui préfèrent. Oui mais qui est l'élu? J'ai entendu ça. Donc s'attarder sur ces questions annexes, alors qu'il y a des questions d'autres beaucoup plus fondamentale, je me dis que peut-être dans le cadre de la négociation collective, on peut dire, bon ben là c'est totalement du temps de travail effectif, puis là on va mettre une durée globale à ne pas dépasser sur la question, par exemple, des congés payés. Je pense qu'il y a une intelligence conventionnelle à avoir. très difficile à mon sens à régler à l'avance. J'imagine. On a terminé sur les réunions, voyons l'information. L'information, hein, ça relève du principe de participation des travailleurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour bien exercer leur mission, ils doivent avoir des informations, hein, le texte de loi est assez clair, ils doivent avoir des informations précises, écrites et transmises à l'avance. Précises, écrites et transmises à l'avance. Là, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que normalement, hein, dans une entreprise d'au moins 50 salariés, on doit avoir une base de données économique et sociale. Cette base de données économique et sociale est réservée aux consultations récurrentes. L'élément le plus intéressant pour moi, c'est que désormais, la base de données économiques et sociales peut être prévue pour les consultations ponctuelles. Et ça, je trouve ça très intéressant, même pour les représentants du personnel. Je ne sais pas, hein, désolé, je vais parler un peu comme ça, mais hein, j'en ai parlé à mon père. Je fais, qu'est-ce que tu préfères, papa? Qu'on te donne à disposition tous les documents ou que ça soit consultable via ton téléphone? Il m'a dit non, le papier et rien d'autre. Moi, j'aime pas le papier. Ça ne veut pas dire que j'imprime pas, là je suis obligé d'imprimer, mais tout se fait avec mon téléphone et j'espère assez bien l'utiliser. Et donc avoir une base de données économiques et sociales, ça permet de consulter à tout moment. Je vous rappelle que vous avez imprimé votre... Oui, je sais, non mais là, oui, pour en parler, bien sûr. Je ne vais pas être avec mon téléphone comme ça pour avoir un rappel de mes idées, mais avoir un stock de papier chez moi, ça ne m'intéresse absolument pas. Et donc il y a des entreprises, Contrat Legem, hein, qui avaient mis en place la possibilité d'accéder à des BDES pour des consultations ponctuelles avant la loi. Là, on a validé cette utilisation Contrat Legem de la BDES. Moi, je trouve ça plutôt intéressant. Maintenant, il y a cette question-là fondamentale, puis il y a la pratique. Dans certaines entreprises, par exemple Carrefour, vous connaissez Carrefour, un leader mondial, il faut le dire, hein, Carrefour. Sur les 4 derniers mois, parce que je connais le directeur des ressources humaines de chez Carrefour, je lui ai posé la question, sur les 4 derniers mois, quelles sont les statistiques de consultation? Statistiques de consultation de la BDES. 4 derniers mois. 25 connexions. Je fais 25, 4 mois, 25. Mais tous les mois, pourtant, il y a des réunions. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ne se connectent pas? Ils aiment le papier? Qu'est-ce qu'il y a? Non, en plus, c'est eux, ils sont plutôt d'accord avec ça. 25 connexions, plus des 3/4 venant des services de la direction des ressources humaines. Ils avaient besoin d'informations qu'ils ont eux-mêmes. Voilà, ils s'en servent. L'entreprise s'en sert pour elle-même. Les représentants du personnel n'y vont pas. Je trouve ça un petit peu dommage. Je trouve ça un tout petit peu dommage. Alors, ce qui est pareil, il y a une petite augmentation des représentants du personnel qui se connectent au moment de la réunion. C'est-à-dire, ils font une réunion à égalité professionnelle. Ah, je crois qu'il y a un truc. Voilà. Là, désolé, je caricature, mais malheureusement, c'est ce qu'on constate.
Donc j'entends, il ne faut pas vivre de manière pessimiste, de manière idyllique, mais là j'appelle aux responsabilités de chacun. Vous avez une base de données économiques et sociales, vous êtes dans la commission égalité professionnelle, vous consultez les indicateurs égalité professionnelle, et là vous constatez qu'à même niveau, même fonction, même niveau de responsabilité, même fonction, les femmes sont rémunérées 15% de moins que les hommes, vous dites sonnette d'alarme. Donc je pense qu'il y a des choses à faire sur ça, mais pas sur le terrain de la négociation, mais parfois plus sur les pratiques. Alors, pour la BDES, il faut savoir qu'on distingue entre ce qui relève de l'ordre public, ce qui relève des dispositions supplétives et ce qui relève de la négociation collective. Sur ce qui relève de l'ordre public, on sait que, et d'ordre public, la mise en place de la BDES pour les consultations récurrentes. Ça, c'est sûr et certain. En revanche, le contenu, on nous dit que le contenu, la structure, les modalités de fonctionnement relèvent des dispositions supplétives. Sauf, on nous dit, sauf pour ce qui concerne notamment la politique sociale et l'égalité professionnelle. Alors, je vous avoue que ce sauf m'a un petit peu gêné. Je pense qu'il y a beaucoup de thèmes qui sont d'ordre public, même si on ne les a pas identifiés comme tels nécessairement. Alors, vous avez, par exemple, pour la BDES, vous avez dans l'ordre public l'investissement social, l'investissement matériel, l'égalité professionnelle, l'endettement et l'ensemble des éléments de rémunération des salariés et des dirigeants. Mais vous avez d'autres thèmes qu'on pourrait essayer d'envisager, comme la formation professionnelle. C'est un élément obligatoire, la formation professionnelle. Qui pourrait dire aujourd'hui que le plan de développement des compétences est supplétif de volonté? Comment réfléchir à la formation professionnelle si je n'ai pas le plan de formation, pour reprendre l'ancienne expression? Donc je vous avoue que dire que beaucoup de choses sont supplétives ne veut pas dire qu'en pratique elles doivent l'être et que même juridiquement elles le sont. Je passe sur la BDES, mais je laisse la porte ouverte à d'innombrables questions, parce qu'on pouvait dire davantage de choses, pour aller brièvement sur le délai. Sur le délai, vous le savez, il y a un délai, à l'expiration duquel le silence vaut avis. Négatif, mais le silence vaut avis. On peut négocier sur ce délai. Et à défaut de négociation, le délai varie selon que on soit dans une consultation classique, c'est un délai d'1 mois, selon qu'il y ait l'intervention d'un expert, c'est un délai de 2 mois, et selon qu'il y ait des CSE d'établissement avec un CSE central, dans ces cas-là, c'est un délai de 3 mois. Auparavant, on fixait un délai minimal, 15 jours, c'est fini. Il n'y a plus de délai minimal. Le délai minimal de 15 jours n'existe plus. Donc parfois, quand on veut consulter en urgence et que ça peut être plus favorable aux salariés, je me rappelle comme ça, juste pour citer un exemple, Citadium, Printemps. Printemps, repris par les Qataris, peut-être, je ne sais pas si vous le savez, voulait ouvrir le dimanche. Mais ils n'avaient que les autorisations du maire. Donc qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont voulu appliquer l'accord de branche en changeant un petit peu l'activité principale. Ils ont voulu appliquer un accord de branche, mais il fallait l'information consultation rapide. Délai de 15 jours. Délai de 15 jours, ça empiétait un peu sur la période des fêtes. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, écoutez, si on fait l'information consultation en 2 jours, vous avez le droit à 1% des bénéfices réalisés sur la période considérée. Tous les élus ont fait, c'est bon, on vote pour. Mais vous voyez, là, je ne vois pas où c'est mauvais pour l'un ou pour l'autre. Il y a une forme d'intelligence. Voilà. Alors, vous pouvez être contre le travail le dimanche, mais là, les élus étaient plutôt pour, vu le petit chèque qu'il y avait derrière. Et je n'ai pas de préjugés là-dessus. Je pense que chacun est assez libre là-dessus, mais bon, ça c'est un autre point de vue. Est-ce qu'on peut mettre un délai extrêmement court ne permettant pas une information consultation sur, par exemple, une fusion d'entreprise? Je suis un peu réservé là-dessus. Le texte nous dit qu'il faut un délai suffisant. Donc je pense qu'il faut adapter les délais. Si on fait un accord, il faut adapter les délais en fonction des attributions que l'on verra en matière de consultation, quels sont les thèmes de consultation, et prévoir des délais différents. Alors c'est vrai que l'administration est plus radicale. On peut prévoir un délai pour tout, on fait ce qu'on veut, etc. Je suis un peu plus réservé. Je pense que pour chaque situation, il faut prévoir un délai adapté. Ensuite, est-ce que l'accord pourrait définir le point de départ? Là aussi, j'ai toujours été un petit peu dubitatif. Certains ont pu écrire, on fixe le point de départ quand on veut, même avant d'avoir reçu toute l'information. Je pense que ça, c'est impossible. Le Cour de cassation nous a dit, par exemple, il ne peut pas y avoir d'informations sur les consultations récurrentes si je n'ai pas toutes les informations. Donc ça me semble un peu difficile. En revanche, je peux très bien dire, le point de départ, c'est lorsque je leur ai mis à disposition l'information sur la BDES ou dans leur adresse mail professionnelle. Alors je sais que M. Verdier, qui est là, estime que la seule information qui compte, c'est dans le cas d'une réunion d'information. Ils viennent à la réunion, ils sont assis, il y a un PowerPoint.
devant eux. Je sais. Absolument, parce que Je il sais, peut y avoir c'est la seule possibilité d'une voilà. vraie compréhension, etc. Non mais j'entends, hein, c'est son débat, mais c'est plus ce que disent les textes. Mais c'est votre point de vue. On l'avait obtenu Oui, ouais, avant la réforme. avant. Avant la réforme. Je sais qu'on l'avait obtenu, mais avant la réforme. Vous l'aviez obtenu avant la réforme. Sur l'expertise. Sur l'expertise, dans le cadre des consultations récurrentes, on nous dit qu'on peut aménager le recours à un expert comptable en déterminant par accord le nombre d'expertises. Alors, dans une appréciation un peu souple, et je la rejoins, j'ai eu quelques doutes, je pense que maintenant on peut dire on réserve un expert pour les 3 consultations récurrentes. Je pense que c'est possible par accord de le faire. Sinon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de dire c'est un expert par consultation récurrente, ça reste cher pour l'entreprise. Donc, ce n'est pas la logique des ordonnances. Mais sachez que cet encadrement du recours à l'expertise ne touche pas les autres droits à l'expert qu'on peut avoir en termes d'alerte économique, en matière d'alerte santé-sécurité, en cas de danger grave et imminent. Ça reste d'ordre public. S'agissant des délais, lorsqu'on fait appel à l'expertise, il faut savoir que la loi réglemente le délai que doit respecter l'expert avant que le CSE donne son avis. Ce délai de remise du rapport peut être organisé par accord collectif. Donc quand on négocie sur les délais du CSE, il faut a priori négocier sur les délais d'expertise, sinon on peut avoir quelques surprises. Imaginons je négocie un délai pour le CSE assez court, mais je ne négocie pas sur le délai d'expertise, mais on nous dit pour les consultations, en principe, l'expert remet son rapport au plus tard 15 jours avant l'expiration des délais de consultation de l'instance. Or j'ai prévu pour un cas 10 jours. Comment est-ce qu'il peut rendre 15 jours avant si le délai de consultation est de 10 jours? Il y aurait une forme d'incohérence, donc il faut essayer d'avoir ça à l'esprit, il faut négocier sur les deux en même temps. Nous allons terminer sur les moyens, les missions, brièvement. Les missions, sachez que la mission de réclamation individuelle et collective, on n'a pas payé les congés payés, la personne vient vous voir, réclamation individuelle, c'est de l'ordre public. Entreprise de moins de 50, plus de 50, c'est de l'ordre public. Les missions d'alerte, elles sont d'ordre public. J'ai une atteinte aux libertés fondamentales, c'est d'ordre public, on ne peut pas toucher ça par accord. En revanche, la mission consultative peut faire l'objet de modulations conventionnelles. Les missions consultatives sont en principe d'ordre public. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la loi liste des thèmes qui sont d'ordre public. Ces thèmes sont assez classiques, je vais les rappeler brièvement. Les mesures de nature à affecter la volume ou la structure des effectifs, la modification de son organisation économique ou juridique, les conditions d'emploi, de travail, notamment de durée du travail et la formation professionnelle, l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé, sécurité ou les conditions de travail. Et puis enfin, une cinquième règle d'ordre public, les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques. Ça, c'est un article que vous devez avoir à l'esprit, c'est l'article 2312-8, qui va nous dire « ces thèmes-là sont d'ordre public ». Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ces thèmes-là, qui sont d'ordre public, renvoient à une partie du Code du travail qui appelle ça « attribution générale ». Attribution générale. Ça veut dire que ces attributions générales gouvernent les consultations récurrentes et les consultations ponctuelles. Gardez ça à l'esprit. Ces attributions générales, ces 5 thèmes-là, ça gouverne les attributions récurrentes et les attributions ponctuelles. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Voyons les consultations récurrentes. Qu'est-ce qu'on nous dit sur les consultations récurrentes? Sur les consultations récurrentes, on nous dit qu'on doit informer et consulter sur 3 thèmes. Le premier thème, très connu, c'est les orientations stratégiques de l'entreprise. Le second thème, c'est la situation économique et financière, est-ce qu'elle va bien, est-ce qu'elle va mal? Et le 4e thème, qui est de loin le plus important pour moi en matière sociale, c'est la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. Ces 3 thèmes-là sont d'ordre public. Je dois faire 3 consultations. Mais l'ordonnancement de ces 3 thèmes, peut-être que je vais pouvoir mixer certains thèmes, ou encore le contenu exact de chacun des thèmes relève en principe de la supplétivité. Quand on regarde le texte, on nous dit que ça relève de la supplétivité. Et c'est là où je m'interroge. Est-ce que je peux enlever la formation professionnelle? Si je regarde le texte juste sur les consultations récurrentes, je pourrais dire oui, j'enlève de la politique sociale la formation professionnelle. Or, la formation professionnelle, on l'a vu, c'est un thème d'ordre public selon l'article 2312-8. Ce que je veux vous dire, c'est quoi? C'est qu'il faut parfois jongler avec les textes. Quand on lit les textes juste, sans les mettre en lien avec les autres, on a l'impression qu'on peut tout faire. Quand on met le texte en lien avec d'autres textes, on se rend compte qu'on ne peut pas tout faire.
De même, sachez que l'information et la consultation, hein, surtout de nature sociale, est gouvernée et régie et encadrée par le droit de l'Union européenne. Je ne peux pas écarter un thème, même si l'ordonnance, a priori, me le permet. Je ne peux pas écarter un thème qui m'est imposé par la directive sur l'information-consultation. C'est impossible. Autre exemple, alors là, je sais qu'il y a des représentants d'employeurs, peut-être ici, hein, je ne sais pas. Une Bien- minute. Une minute ou deux, pas plus. Ah, une minute ou deux, d'accord. Chronos n'est pas supplétif. Alors, on nous dit par exemple hein, que désormais, les aides à la recherche et au développement, les aides publiques à la recherche et au développement sont supplétives de volonté. On n'a plus à consulter sur ce thème-là. Oui, mais si je ne consulte pas, j'ai plus les aides publiques. C'est pas supplétif, c'est d'ordre public. Donc vous voyez, c'est assez complexe. Sur les consultations ponctuelles, on va faire simple. Tout est d'ordre public, sauf deux règles qui sont des dispositions supplétives. C'est l'information consultation réalisée à la suite de chaque élection sur la forme juridique de l'entreprise pour les nouveaux élus, par exemple, sur la politique sociale, la forme juridique. Devient supplétive également, hein, pour l'entreprise donneur d'ordre qui fait un projet de restructuration, qui licencie, le fait de devoir informer les entreprises sous-traitantes. Vous voyez, on est vraiment dans des cas très précis, hein, très accessoires, sinon tout est d'ordre public. Sur les consultations multiples, j'ai un CSE central, des CSE d'établissement. CSE central, CSE d'établissement. Là, on nous dit que par accord collectif, on peut prévoir une autre articulation que celle prévue par la loi en matière d'information et de consultation. En d'autres termes, par exemple, je prends une décision d'aménagement du temps de travail qui concerne plusieurs établissements distincts, même tous mes établissements distincts. Aménagement du temps de travail. Je fais des cycles de 9 semaines où j'aménage le temps de travail. Cette décision est prise au niveau central, j'informe et je consulte au niveau central, puis ensuite j'informe et je consulte au niveau local. Mais là, on peut changer les règles d'articulation, tout simplement. Certains estiment même que dans cette hypothèse-là, on peut faire un avis au niveau central et simplement une information au niveau local. Le texte ne semble pas l'écarter. Donc là, il y a du négociable. Bien sûr, hein, ce négociable-là est surtout en faveur des employeurs. Si un employeur vient vous voir, essayez de voir ce qui est possible de faire et dites « je veux bien qu'on aménage l'articulation des consultations au niveau de l'entreprise, au niveau des établissements distincts, mais en revanche, vous augmentez les heures de délégation ou vous augmentez la rémunération du temps passé en réunion. » On en a terminé sur l'étendue de la négociation et donc en quelques secondes, les modalités de la négociation. Modalités de la négociation, soit on doit négocier avec les syndicats, soit on doit négocier avec le CSE. Sachez que dans certains cas, on nous dit qu'on ne peut faire qu'un accord d'entreprise. Donc la négociation avec le CSE n'est pas possible. On ne peut faire que par accord d'entreprise. Le temps passé en réunion, c'est que par accord d'entreprise. Donc cette voie principale et cette voie subsidiaire, ce n'est pas toujours le cadre qui est choisi par le législateur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi? Ce qui m'intéresse, c'est davantage, je vais aller directement à l'essentiel, le problème d'exécution de l'accord. Vous avez votre accord qui est signé par les syndicats majoritaires. Très bien. Au niveau de l'entreprise, au niveau de l'établissement, parfois au niveau de la branche, parfois au niveau du groupe. Parfait, aucun problème. Un employeur ne le respecte pas. Un employeur ne respecte pas l'accord qu'il a signé avec les syndicats. Est-ce que le CSE peut agir en justice? Vous allez me dire, ben oui, c'est le bénéficiaire. Oui, mais est-ce que c'est le signataire? On a une vieille jurisprudence qui nous dit un accord collectif sur les heures de délégation signé par des syndicats, son inexécution ne peut pas faire l'objet d'une action en justice par le CSE. Ce qui n'a aucun sens maintenant. Il faut changer cette règle-là. Alors la solution en pratique, c'est quoi pour vous? La solution en pratique, pour vous, c'est quoi? Je fais un accord avec les syndicats, faites signer conjointement le CSE. Dans ces cas-là, les juges nous disent si le CSE a signé avec les syndicats, il peut agir en justice. Ça, c'est la solution pratique. Maintenant, vous êtes avocat, vous avez cette difficulté-là, ben changer la jurisprudence, elle n'a aucun sens. Au regard du principe de participation, cette jurisprudence n'a aucun sens. Le CSE est le principal bénéficiaire des accords signés, même par des syndicats. Il doit pouvoir agir en justice comme n'importe quel salarié. Il y a des arguments juridiques sur la question. Enfin, une autre question, hein, c'est le délit d'entrave. Alors, pour faire simple, le délit d'entrave, c'est un délit pénal. Nulla pene sine lege. Vous connaissez ça, nulla pene sine lege, pas de peine, désolé pour les non-latinistes, pas de peine s'il n'y a pas de texte de loi. Donc normalement, pour qu'il y ait un délit, au sens pénal, il faut la violation d'un texte de loi. Est-ce qu'un accord collectif est un texte de loi? Non. Un accord collectif n'est pas un texte de loi. Ah, je vais vous rassurer, le législateur a pensé à ça il y a une époque, vieille époque, qui a dit si je viole un accord collectif qui remplace la loi, c'est comme si je violais la loi. Super. Mais alors, désolé, je vais rentrer dans une technicité un peu plus grande. Selon le texte, il faut que l'accord collectif soit un accord de branche étendu.
Oui, mais là, ce sont des accords d'entreprise. Donc si je viole un accord d'entreprise, ce n'est pas un accord de branche étendu, donc il n'y a plus de délit d'entrave. Ça serait complètement ahurissant. Complètement fou. Oui, mais c'est ce que dit la loi pénale du travail. Sachez que la Cour de cassation vient de rendre un arrêt du 9 avril 2019 qui vient de dire, dans un arrêt non publié, ça veut dire on n'a pas voulu trop que ça se sache, qu'un accord collectif d'utilisation des NTIC par les syndicats d'entreprise qui est violé, ça permet de reconnaître le délit d'entrave. Je pense que même la chambre criminelle a conscience de l'erreur du législateur et donc le délit d'entrave devrait être étendu même à la violation d'un accord collectif conclu sur le CSE. Mais ça reste tout un débat. Ça reste tout un débat. Le délit d'entrave est aussi un aspect civil. Ça peut être une faute aussi. Oui, alors ça pour des Hein, dommages et intérêts. voilà. Alors, là, oui, mais là ça Oui. pose la question, est-ce que le CSE peut agir en justice? Oui. Là c'est encore différent. Oui. J'en termine là, il y a d'autres questions, vous l'imaginez bien, je transmettrai mes écritures pour Parfait. diffusion. Je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup.